Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct dans le 22h. Voici les titres que nous allons développer ce soir. L'image tant attendue par les Britanniques et la photo qui restera dans l'histoire. 24 heures seulement après la naissance de leur fils, Kate et William ont présenté au monde entier leur bébé avant de quitter la maternité pour rejoindre leurs appartements de Kensington. La perte de mémoire de Jérôme Cahuzac, entendu une seconde fois par la commission d'enquête aujourd'hui, l'ancien ministre du budget ne se souvient pas avoir participé à une réunion à l'Élysée le 16 janvier en présence du chef de l'État, du Premier ministre et de Pierre Moscovici, contrairement à ce qu'avait affirmé le ministre des Finances. Certains députés, du coup, réclament de nouvelles auditions. Et puis, coup de projecteur ce soir sur le gaz de schiste, alors que les débats autour de la transition énergétique viennent de s'achever, sans accord. Les antagonismes restent profonds sur ce dossier, pour ou contre l'exploitation, pour ou contre la poursuite de la recherche sur des techniques alternatives. On en débat ce soir dans le 22h. Et Jérôme Cahuzac, donc à nouveau entendu cet après-midi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les députés cherchent toujours à savoir s'il y a eu un manque de réaction du gouvernement après les révélations de Mediapart. Et ils se sont heurtés aujourd'hui au trou de mémoire de l'ancien ministre. Compte rendu d'audition avec Julie Hulin. C'est à l'unanimité que la commission avait décidé de le réauditionner. 2 heures d'échange et encore une fois peu ou pas de réponse. Cette fois-ci, Jérôme Cahuzac a la mémoire qui flanche. Il y a une semaine, devant la commission d'enquête, Pierre Moscovici évoquait une rencontre à l'issue du Conseil des ministres le 16 janvier, à laquelle il aurait assisté aux côtés de François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Jérôme Cahuzac. Objectif, évoquer la possibilité d'interroger la Suisse sur l'existence ou non d'un compte dans ce pays. Aucun souvenir de l'ancien ministre à ce sujet. À l'issue d'un Conseil des ministres, les gens sortent par la même porte, se retrouvent dans le même lieu. Peut-être est-ce à ce moment et dans cet endroit que des instructions ont été données à Pierre Moscovici. Quoi qu'il en soit, je n'ai moi aucun souvenir. Lors de sa première audition, Jérôme Cahuzac avait invoqué le secret judiciaire. Cette fois-ci, son amnésie soudaine agace le président de la commission. Vous pensez qu'une réponse est crédible qui consiste à dire « je me souviens plus d'une réunion qui a eu lieu en janvier » de cette année? Cette amnésie ne vous paraît pas peu crédible? Ça veut dire que vous contestez les propos de M. Pierre Moscovici? Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes souvenirs, c'est un peu différent. Les uns après les autres, tous les députés lui poseront la question, allant même jusqu'à la menace judiciaire. Là, nous sommes sous le coup de la loi pénale, du faux témoignage. Il est encore temps pour vous de revenir à une réalité, non plus un déni de réalité, et de nous dire exactement ce qui s'est passé à l'issue du Conseil des ministres. La réponse ne changera pas. Si j'avais le souvenir de cette réunion-là, je ne vois pas au nom de quoi je ne le dirais pas. Pour éclaircir les doutes qui subsistent, plusieurs députés ont réclamé une confrontation entre Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac. D'autres, de gauche comme de droite, l'audition de Jean-Marc Ayrault. La commission d'enquête parlementaire qui poursuit son travail demain pourrait donc décider très vite de nouvelles auditions. Cahuzac, le projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale a été retiré aujourd'hui de l'ordre du jour du Parlement. Les sénateurs et les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord, à trouver une position commune. Au cœur de leur désaccord, la question de la création d'un parquet financier, une disposition qui a été rejetée par le Sénat. Et justement, pour mettre un peu d'huile dans les rouages, majorité gouvernement, un séminaire réunissait ce matin autour du Premier ministre les groupes PS du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'objectif était de préparer la rentrée parlementaire et de renforcer la cohésion autour des projets de loi du gouvernement. Et à la sortie, les parlementaires n'avaient qu'un mot à la bouche, pédagogie. Ils le promettent, ils vont mieux relayer l'action du gouvernement. Faustine Saint-Genieste. Cajoler les parlementaires, resserrer les rangs de la majorité, c'est la priorité de François Hollande cette semaine. Avec ce matin un séminaire des députés et sénateurs socialistes autour de Jean-Marc Ayrault. J'assiste et je participe même en tant que chef de la majorité à cette réunion, mais ce n'est pas la première. Vous savez, pour moi, ces échanges avec les parlementaires sont constants et ils sont nécessaires. Objectif de ce rassemblement, dresser un bilan de cette première année de quinquennat. Députés et sénateurs ont pu s'exprimer à l'envi, on les a écoutés, vanter les réformes du gouvernement et dire qu'il fallait qu'ils aillent aussi sur le terrain les uns les autres pour les expliquer. Transition énergétique, réforme des retraites ou encore budget 2014, pas de sujet tabou selon les intéressés.
Une très bonne initiative pour Jean-Pierre Bel, président du Sénat. Nous ne sommes pas là pour simplement écouter des louanges ou des compliments, mais aussi pour avoir ce retour du terrain que nous, les parlementaires, sénateurs et députés, sommes capables d'exprimer. Le Premier ministre est très attentif. Certains, comme la sénatrice de Paris, regrettent l'absence totale de débat. On savait bien qu'il n'y aurait pas de débat à cette séance. Bon, c'était un peu des fouloirs avant la fin des vacances. La calinothérapie, si elle révèle une prise de conscience et une volonté d'écoute, oui. Si c'est simplement une affaire de forme, non, c'est l'avenir qui le dira. Une calinothérapie pour préparer la rentrée, mais aussi les élections de 2014. Et cette calinothérapie se poursuit auprès des partis de gauche, puisqu'après le dîner hier à l'Elysée des chefs de la majorité gouvernementale, eh bien François Hollande a reçu ce soir à l'Elysée Pierre Laurent, 45 minutes d'entretien pour évoquer les dossiers de la rentrée et les préoccupations du secrétaire national du Parti communiste, notamment le dossier des retraites. Belle bataille de lobbying en vue au Parlement. Les taxis ont obtenu du gouvernement qu'ils freinent le développement de leurs concurrents, des sociétés privées de chauffeurs. Une disposition en ce sens pourrait être ajoutée au projet de loi consommation défendu par Benoît Hamon. Une décision qui va à l'encontre de la libéralisation des professions réglementées. Sophie Normand-Couturier. Ce sont les nouveaux concurrents des taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur, baptisées VTC. Un service haut de gamme, au succès croissant, mais qui pourrait bien être freiné par le gouvernement. Celui-ci pourrait en effet leur imposer, dans le projet de loi sur la consommation, un délai de 15 minutes entre le moment de la réservation et la commande, même si pour l'instant, aucune annonce officielle. Je ne confirme pas. Il y a déjà des mesures qui ont été prises dans le cadre du projet de loi de consommation en première lecture sur l'encadrement du métier de voiture de tourisme avec chauffeur, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de forme de concurrence déloyale. Aujourd'hui, les VTC doivent obligatoirement être commandés via Internet, par téléphone ou par smartphone. À la différence des taxis, ils ne peuvent ni prendre de clients dans la rue, ni même les démarcher dans les aéroports. De quoi calmer la fronde des taxis, et pour les rassurer un peu plus, ce nouveau délai de 15 minutes. Un sérieux handicap pour le secteur des VTC, en plein développement. On arriverait à des situations ubuesques où on enverrait la voiture en, disons, 7-8 minutes, et on dirait au client « Désolé monsieur, il faut attendre dehors encore 7 minutes parce que la loi c'est 15 minutes ». Vous imaginez bien que le client ne recommande pas derrière. S'il était confirmé, ce dispositif serait surprenant au moment où libérer l'esprit d'entreprise est l'un des mots d'ordre du gouvernement. Et alors que la libéralisation des secteurs réglementés est considérée comme une source de création d'emplois et de croissance. Arnaud Montebourg a une idée fixe, empêcher les délocalisations et donc aider les entreprises françaises à relocaliser. Ces services ont donc mis au point une nouvelle boîte à outils baptisée Colbert 2.0. C'est un site internet, une plateforme qui calcule pour les chefs d'entreprise les avantages et les inconvénients d'une relocalisation. Les explications de Fabrice Cudet. Quel est le point commun entre Jean-Baptiste Colbert et Arnaud Montebourg? Un logiciel, le Colbert 2.0. Cet outil en ligne vise à inciter les PME à relocaliser. L'idée est simple. En quelques clics et quelques questions, il s'agit de mesurer l'intérêt pour son entreprise à produire de nouveau en France. Achat, délai de livraison, coût, Colbert passe tout au crible et rend son diagnostic. Si la réponse est positive, l'entreprise pourra même suivre un parcours de relocalisation personnalisé. Finalement, nous avons fait le choix d'aider à la prise de conscience et de refaire les calculs qu'un certain nombre d'entreprises avaient fait il y a un certain nombre d'années. Depuis 4 ans, 107 entreprises se sont réinstallées en France. L'objectif d'Arnaud Montebourg est d'atteindre la barre symbolique des 1000 d'ici à 2017. Colbert 2.0 est un des dispositifs imaginés par Bercy pour y parvenir. Car comme le disait le contrôleur général des finances de Louis XIV, « Si nos fabriques imposent à force de soins la qualité supérieure de nos produits, les étrangers trouveront avantage à se fournir en France et leur argent affluera dans les caisses du royaume. » La tirade, présente sur la page d'accueil du site, date de 1664. C'était il y a 4 siècles, et finalement, rien n'a changé. Voilà, et d'une monarchie à l'autre, on termine cette page journal du 22h par la photo que toute l'Angleterre attendait, la photo qui restera dans l'histoire.
Kate, William et leur bébé ont quitté la maternité en fin d'après-midi aujourd'hui vers 20h. Ils ont donc présenté leur enfant à tous les journalistes qui étaient présents et également à tous les fans, tous les badauds qui attendaient depuis longtemps cette photo, la présentation de ce petit bébé. Dans la journée, les grands-parents du bébé étaient venus lui rendre une première visite. Le prince Charles, Camilla, les parents de Kate qui l'ont évidemment tous trouvé magnifique. Bonsoir Caroline Deschamps. Bonsoir Perrine. Responsable du site publicsena.fr. On va parler du Royal Baby et c'est votre chronique Net d'infos. Alors Caroline, cette naissance a bien évidemment enflammé, j'imagine, la toile. Et oui, c'est le coup de chauffe sur les réseaux avec en point d'orgue, vous l'avez dit ce soir, la sortie du bébé de la maternité. La naissance elle-même du prince de Cambridge avait été annoncée de prime abord sur Twitter par le secrétariat de Kate et William. Un tweet relayé plus de 15 000 fois. Alors Twitter a livré aujourd'hui ses statistiques. Le mot-clé Royal Baby a été utilisé plus de 900 000 fois, tandis que l'annonce de l'accouchement de Kate a généré plus de 25 300 tweets par minute. Alors des tweets qui provenaient bien évidemment du Royaume-Uni, des États-Unis, mais aussi beaucoup de France et d'Italie. On s'est passionné pour cette naissance. Mais coup de Trafalgar, le bébé royal ne parvient pas à détrôner la réélection de Barack Obama qui avait généré 20 millions de tweets ou la désignation du pape François et ses 7 millions de tweets. Alors dans ce brouhaha de gazouillis, je vais vous épargner Perrine, les innombrables tweets de félicitations à l'instar de David Cameron, mais je vous ai fait une petite sélection, je ne sais pas si on va la voir, des détournements les plus populaires, le Royal Baby version Roi Lion ou encore le bébé royal avec la tête de Charles. Et puis si vous aussi vous voulez réaliser votre petit prince, eh bien vous pouvez utiliser Royal Baby Maker. C'est une appli qui permet de mettre les yeux de Kate avec la bouche de William ou encore le front de Harry, et c'est pas toujours d'un goût exquis. Non, au secours, au secours. Alors justement, pour ceux qui sont pas intéressés par cette naissance royale ou qui en ont un petit peu marre, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors pourtant, le feuilleton sur le bébé royal ne fait que commencer, parce qu'on sait qu'il y aura l'épisode du prénom, la photo officielle, la première sortie en poussette. Bref, pour tous ceux qui sont fed up with the Royal Baby, je crois que vous en faites partie, il y a quelques trucs et astuces pour expurger les réseaux sociaux des nouvelles du Petit Prince. Vous pouvez filtrer Twitter via l'appli TweetDeck de toutes les références au Royal Baby. Il existe aussi Unbaby.me qui permet de remplacer toutes les photos de bébés que vous recevez sur Facebook ou un autre réseau social par des photos de chats par exemple, comme vous aimez bien les chats, j'ai pris cet exemple. Autre innovation, le site du Guardian qui a prévu un bouton spécial pour les allergiques à la famille royale. Vous cliquez sur Républicain et la page d'accueil ne comporte plus aucune info sur l'accouchement de Kate. Alors si avec tout ça l'overdose est toujours là, vous pouvez toujours aller vous enfermer dans une caverne ou rejoindre une île déserte sans smartphone. Merci Caroline, et puis on retrouve bien sûr votre chronique sur notre site internet publicsena.fr dans le 22h si vous voulez suivre un peu tous ces beaux conseils et si vous en avez un peu assez du Royal Baby. Merci Caroline. Le dossier du 22h maintenant consacré ce soir au gaz de schiste. Alors que les débats autour de la transition énergétique viennent de s'achever sans accord, eh bien les antagonismes restent profonds sur ce dossier, pour ou contre l'exploitation, pour ou contre la poursuite de la recherche sur des techniques alternatives. Débat à venir sur notre plateau avec des parlementaires. Mais avant, je vous propose ce tour d'horizon des idées reçues justement sur le gaz de schiste, réserve potentielle, création d'emplois, mais aussi nombre de puits à installer pour obtenir ces résultats. Flora Sauvage nous explique tout ça. Eldorado inespéré pour les uns, fléau écologique pour les autres, les gaz de schiste suscitent beaucoup d'idées reçues. Premier argument évoqué par les pro-gaz de schiste, l'indépendance énergétique qu'il pourrait procurer. On importe 98% de notre consommation de gaz, essentiellement de Russie, de Norvège, d'Algérie, du Qatar. Et donc, si on arrivait à exploiter les gaz de schiste en France, ça voudrait dire que tout mètre cube de gaz produit localement, ce serait un mètre cube de gaz que l'on n'importerait pas.
Aujourd'hui, l'indépendance énergétique, c'est devenu un peu le Graal sacré en matière économique et politique. Nous, la question qu'on pose, c'est mettre en face de cette indépendance énergétique le coût des dérèglements climatiques, parce que c'est bien beau de dire on va gagner, on va faire des économies en produisant chez nous du gaz de schiste, mais quel est le coût du dérèglement climatique? Autre argument mis en avant, l'exploitation des gaz de schiste pourrait créer des emplois. Si demain on peut produire 30% par exemple de la consommation de gaz en France à partir de gaz de schiste sous notre sol, ce serait des dizaines de milliers d'emplois, probablement de l'ordre de 50 000, peut-être jusqu'à 100 000 emplois qui seraient créés, non seulement des emplois directs, mais des emplois indirects et des emplois induits. Aux États-Unis, on a créé effectivement 600 000 emplois, mais pour 500 000 puits. En France, créer demain 100 000 emplois, ça veut dire 90 000 puits. Voilà. Donc moi, le chiffre que je mets en face, c'est la création de 380 000 emplois en Allemagne via les renouvelables, par exemple. Pour l'instant, la France interdit la fracturation hydraulique, seule technique d'extraction des gaz de schiste utilisée à ce jour. Cette technique, décriée par les écologistes, consiste à créer des fissures dans la roche riche en hydrocarbures en injectant un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques. Le problème, c'est que la situation en France est complètement bloquée. La France est le seul pays avec la Bulgarie qui a interdit par la loi l'utilisation de la technique de fracturation hydraulique. Donc le problème, c'est qu'on ne peut même pas évaluer la ressource. Rien n'est sûr en réalité. Alors aujourd'hui, dire oui, on va aller voir ce qui se passe, explorer, c'est en réalité un cheval de Troie pour derrière exploiter. Parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire pétrolière une exploration sans exploitation derrière. L'exploitation massive des gaz de schiste aux États-Unis a entraîné un effondrement des prix du gaz outre-Atlantique, un atout de taille pour les industriels français. Voilà, c'était des lieux très complets sur le gaz de schiste dressés pour nous par Flora Sauvage ce soir. Avec nous en plateau pour débattre du gaz de schiste, deux parlementaires. Laurence Rossignol, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Sénatrice, porte-parole du Parti Socialiste et aussi spécialiste au PS de toutes ces questions liées à la transition énergétique. Et puis en face de vous, Jean-Claude Denoir, bonsoir, sénateur UMP. Vous êtes membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Et justement, pour cet office parlementaire, eh bien, vous travaillez un rapport sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique et vous revenez d'un voyage aux États-Unis. Vous avez été voir sur place comment se passait l'exploitation des gaz de schiste. On va en parler dans un instant. Laurence Rossignol, si on a bien entendu le chef de l'État lors de son interview du 14 juillet dernier, est-ce que vous considérez qu'il a fermé définitivement la porte à l'exploration et à l'exploitation du gaz de schiste en France? C'est-à-dire que le gouvernement s'est lancé dans un autre chantier, qui est un véritable chantier d'avenir, celui-là, qui est celui de la transition énergétique. Et ce qu'ont dit à la fois le président de la République et le Premier ministre, c'est que dans le chantier de la transition énergétique, les gaz de schiste ne sont pas dans le schéma. Parce que le défi, l'enjeu, c'est de réduire notre dépendance aux fossiles et notre dépendance au nucléaire. Et les gaz de schiste, on aura probablement l'occasion d'en reparler dans quelques instants plus précisément, ne sont quand même que des énergies fossiles. C'est de nouveau introduire une énergie fossile supplémentaire. Quel est l'enjeu de la réduction du fossile? Il est lié aux enjeux au réchauffement climatique. Notamment. Je donne juste un élément. Il faut diviser par 4 nos émissions de CO2 à l'horizon 2050 par rapport à ce qu'on émettait en 1990. On ne peut pas à la fois viser cet objectif et se précipiter sur une nouvelle énergie fossile. Voilà, c'est aujourd'hui un des sujets. Et après, on discutera probablement de savoir si donc la France les gaz de schiste... restera dans l'Union européenne le seul pays avec la Bulgarie, comme on vient de l'entendre dans le reportage, à fermer la porte au gaz de schiste. Écoutez, la France ne restera probablement pas toute seule dans l'Union européenne à fermer la porte au gaz de schiste. Pour le moment, le débat est très idéologique. Partout. Et c'est un débat idéologique qui est conduit ici. Il y a beaucoup d'antagonisme. On retrouve vraiment, ça fait partie des grandes fractures de la société française sur ces débats autour de l'énergie, du réchauffement climatique. On avait vu ça autour des OGM aussi. Écoutez, c'est idéologique. La manière dont les partisans des gaz de schiste reviennent continuellement à la charge sur les gaz de schiste est très idéologique. En revanche, ce qu'il n'est pas, c'est les réalités scientifiques du dérèglement climatique et l'enjeu pour la France de réduire nos consommations d'énergie. Alors justement, on va entendre les arguments de Jean-Claude Lenoir, qui milite, je ne sais pas si vous militez, foncièrement pour l'exploitation en France du gaz de schiste, mais en tout cas... On est militant d'un certain nombre de causes. Moi, je suis militant de l'indépendance énergétique de la France et du développement industriel de la France. Et c'est à ce titre que je m'intéresse de près à ce sujet.
Alors, vous avez d'abord abordé la question du Conseil national de la transition énergétique. C'est un Conseil national qui a été voulu par le président de la République, par le Premier ministre, un grand débat national un lancé. grand débat national. Cette question n'était pas à l'ordre du jour. Eh bien, cette question a finalement été posée à la demande d'une majorité des acteurs du Conseil national. C'était pas prévu, et finalement, à l'arrivée, une majorité des participants au Conseil national ont dit « Attendez, on ne peut pas faire l'impasse sur ce dossier, les gaz, pétrole de schiste. Il faut organiser la recherche et il faut faire des tests, car la France tout le monde au est sein du débat sur complètement... la transition énergétique Mais attendez, n'était je pas regrette, pour relancer la recherche. une majorité, tout le monde, effectivement, il y a des voix discordantes, moi je les respecte, mais une majorité, alors que le gouvernement ne voulait pas que cette question soit débattue. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'entends Laurence Rossignol dire il ne s'agit plus de consommer du gaz et du pétrole. Je regrette, pendant des décennies, on va continuer à utiliser du gaz et du pétrole. Et là, l'enjeu, il est national. C'est pas consommer plus de gaz, consommer plus de pétrole. C'est consommer du gaz et du pétrole qu'on pourrait extraire de notre sous-sol, plutôt que de l'acheter à des prix très élevés à des pays qui nous tiennent à la gorge. Aujourd'hui, la France est complètement dépendante au plan énergétique des hydrocarbures, en ce qui concerne le gaz et le pétrole. La facture, elle est quand même, il faut le savoir, autour de 75 milliards d'euros pour ce qui concerne le pétrole et le gaz. C'est presque... alors que le déficit commercial est de 85 milliards, c'est presque le déficit commercial. Alors franchement, dans cette affaire, moi, je ne veux pas faire d'idéologie. C'est vrai que le débat est idéologique et j'entends une personne qui représente ce courant, encore une fois, que je respecte. Moi, je suis un pragmatique et je dis simplement, la France ne peut pas rester seule avec la Bulgarie à refuser tout, c'est-à-dire même la recherche. Moi, je ne suis pas pour que demain on exploite des champs et des champs de pétrole et de gaz. Je suis pour que nous puissions reprendre les recherches et faire des tests. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, Laurence Rossignol, la France bénéficie d'une énergie relativement bon marché par rapport à nos voisins européens. Je crois que le différentiel est d'environ 20%, grâce notamment à toute la politique qui a été développée autour du nucléaire. Est-ce que cette indépendance énergétique telle qu'on l'a connue comme ça pendant des décennies, est-ce qu'on peut abandonner la piste des gaz de schiste ? Écoutez, d'abord, je voudrais rappeler à Jean-Claude Lenoir, et je crois que c'est en cela que son propos est assez idéologique, c'est qu'à l'origine, il y a une loi qui interdit la fracturation hydraulique. Cette loi s'appelle la loi Jacob. Et elle a été votée par le gouvernement précédent. Monsieur Jacob est président du groupe UMP. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu à un moment donné un consensus. Droite-gauche, un consensus droite-gauche pour considérer que l'exploitation des gaz de schiste n'était pas compatible avec l'idée que nous faisions de la protection à la fois de la ressource en eau, de la qualité du sous-sol et de la qualité des paysages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis étonnée de voir ce débat revenir continuellement. Et c'est amusant quand vous dites dans le débat, dans le Conseil national, il n'était pas prévu et il est revenu. Parce que c'est le débat qui, en fait, cache le vrai débat. Et le vrai dissensus entre les partisans d'exploitation des gaz de schiste et ceux qui sont favorables à la transition énergétique, il est en réalité sur est-ce que nous nous engageons dans une maîtrise de la demande de la consommation d'énergie. Vous avez raison, nous sommes un pays qui a longtemps, enfin depuis les 30 dernières années... Maîtriser ses coûts de l'énergie. Bah écoutez, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que nous avons effectivement une énergie abondante, bon marché, et nous sommes extrêmement consommateurs. Nos voisins allemands payent en effet le kilowattheure plus cher que nous. Mais la facture des ménages n'est pas plus élevée que la facture des ménages français. Pourquoi ? Parce que leur consommation d'énergie, et ils ne vivent pas dans le froid et l'obscurité, nos voisins allemands, ils ont le même niveau de confort que nous. Elle est plus rationalisée. Leur consommation d'énergie est plus rationalisée, et puis ils ont investi aussi dans l'efficacité énergétique et dans l'isolation thermique. Nous pensons, avec le gouvernement, nous sommes favorables à la transition énergétique parce que nous pensons que l'enjeu et le progrès, ce sont les investissements pour nous aider à consommer moins d'énergie. Et que l'indépendance énergétique, elle passe par la réduction de la consommation et aussi par le développement des énergies renouvelables. Et je voudrais juste dire une chose, parce que monsieur Lenoir va probablement me dire, mais on veut tout. Les renouvelables, le gaz de schiste, le nucléaire, tout. On prend tout. Ça s'appelle le mix énergétique. Et c'est plus un mix, là. C'est plus un mix, là. C'est au-delà de la gourmandise. Là, mais juste une chose, aux États-Unis, les investissements dans les énergies renouvelables ont baissé de 30% en même temps que se développait le recours au gaz de schiste. Donc on voit bien qu'on va toujours au plus simple et
c'est contradictoire. Et je dirai après pourquoi en France, c'est pas possible d'exploiter le gaz de schiste comme on en Alors parle. justement, on va y venir. Est-ce que le recours au gaz de schiste est une facilité? Encore une fois, si nous avons des ressources en gaz et en pétrole dans notre sous-sol, qu'on doit exploiter par des méthodes qu'on appelle la fracturation hydraulique, franchement, je crois que nous ne pouvons pas nous en priver. La France est prise à la gorge pour ce qui concerne son alimentation en énergie. On est en train de nous expliquer qu'il faudrait y renoncer. Encore une fois, il ne s'agit pas, mais attendez, on achète actuellement la consommation d'énergie, par exemple, c'est 15% du gaz. Ces 15% sont achetés. Si on explique aux Français qu'il vaut mieux utiliser le gaz, c'est le même d'ailleurs, c'est du gaz naturel, qui vient de notre sous-sol, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, j'aime beaucoup la référence à l'Allemagne. L'Allemagne est devenue maintenant la référence pour les écologistes et pour les Verts, ou pour les Verts du Parti Socialiste. On croit rêver. Que se passe-t-il actuellement en Allemagne? On est en train d'augmenter la consommation de charbon. Et d'ailleurs, ce charbon vient des États-Unis, puisque les États-Unis ont du gaz et du pétrole. Beaucoup de charbon, ils traversent l'Atlantique pour aller dans les centrales thermiques très polluantes que l'Allemagne dont l'Allemagne dispose et qu'elle est encore en train de construire. Alors, le renouvelable en France a sa place. Le gaz et le pétrole continueront d'avoir une place incontournable, même si, d'ailleurs, je pense que sur les 20-30 années qui viennent, il faudra que la part des hydrocarbures diminue. Attendez, elle expliquait aux Français que dès demain, on peut utiliser une bicyclette ou une voiture électrique pour aller se déplacer. Aujourd'hui, encore une fois, expliquez-moi qu'on peut se passer du gaz et du pétrole. Et encore une fois, à partir... Nous sommes nombreux à dire, eh bien, écoutez, utilisons des ressources si nous les avons, plutôt que de lâcher à l'extérieur. C'est quand même le bon sens qui s'impose ici. Oui, sauf que pourquoi le gaz de schiste est controversé? C'est parce qu'il y a un risque de pollution des nappes phréatiques, parce que l'exploitation est très consommatrice d'eau, avec effectivement l'aménagement des routes pour faire venir cette eau quand il n'y a pas de points d'eau pour alimenter les puits. Vous, de ce que vous avez vu lors de votre voyage d'études là aux États-Unis la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez pu constater? J'arrive effectivement des États-Unis. Alors, je dois dire que dans la démarche qui est la mienne, au sein de l'office parlementaire, avec Christian Bataille, nous faisons preuve à la fois de pragmatisme et de prudence. Il ne s'agit pas de bousculer ce qui existe, tout ça va prendre du temps. Nous souhaitons simplement, au vu de ce que nous avons observé aux États-Unis, que la France s'engage dans un programme de recherche et de test, déjà pour vérifier si on a du pétrole et du gaz, et deuxièmement, comment on peut les explorer. Ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est de voir comment les améliorations quant aux techniques d'exploitation s'améliorent en permanence. Les images qui ont été véhiculées, qui sont des affiches de propagande et qui dénoncent la façon dont on nous dit les gaz et pétroles de schiste sont exploités aux États-Unis ne correspondent pas à la réalité. Moi, je me suis promené aux États-Unis, j'ai rencontré un certain nombre d'autorités à Washington. On parle d'abord par exemple de pollution visuelle, avec des puits tous les 9 mètres. Écoutez, on peut en parler. Vous avez montré tout à l'heure comment on exploite des gaz de schiste ou des pétroles de schiste. Ce sont des forages verticaux qui deviennent horizontaux. C'est-à-dire qu'on va chercher le maximum de ressources. Les images qui nous montrent des tas de puits qui émergent à la surface sont des images qui correspondent non pas à des exploitations de gaz de pétrole de schiste, mais à des exploitations conventionnelles, c'est-à-dire des puits uniquement verticaux qu'il faut multiplier. Là, il y a une meilleure emprise du sous-sol à travers ces techniques. Alors, moi, j'ai vu ce qu'il en était. J'ai été sur des sites où il y a eu de la fracturation hydraulique. Je veux dire, on ne s'en rend absolument pas compte, sauf sur les écrans. Vous avez des écrans où il y a des chiffres qui montrent qu'il se passe éventuellement quelque chose. Alors, je veux ici dénoncer une prise de position du ministre actuel de l'écologie et de l'énergie, qui s'appelle... Il a fait un rapport parlementaire sur les gaz de schiste. Il a visité le même site. Il a visité le même site. Alors, je vais vous dire, Monsieur Martin dit, à la différence de beaucoup qui en parlent, moi j'ai assisté à une fracturation hydraulique en Pennsylvanie, pour l'environnement c'est extrêmement violent. C'est vrai qu'il y a une multiplication des mini-séismes je continue. Je savais qu'il était allé aux États-Unis, qu'il y avait eu un rapport de fait. Je l'ai regardé, il remonte à 2 ans. Je n'ai rien retrouvé de ce qu'il dit ici. Et quand il dit que c'est extrêmement violent... Vous voulez dire que dans son rapport, le ministre était favorable? Il affiche
son opposition de principe à l'exploitation des gaz de schiste, mais il n'a jamais dit dans son rapport qu'il avait vu des choses horribles, comme il le sous-entend ici. Il est aujourd'hui ministre de la République. Je crois qu'il devrait faire preuve de retenue, parce que j'ai observé dans le rapport qu'il a produit, il est allé voir les mêmes sites que moi, avec Christian Bataille, il a rencontré pratiquement les mêmes personnes. Il n'est pas possible, quand on est ministre de la République, de dire ce qu'il a écrit au journal du dimanche dernier, car c'est contraire à la réalité. Je ne sais pas si cette affaire est la plus intéressante, mais ce que je sais du rapport de Philippe Martin, c'est que c'est un rapport qui a été conduit par Philippe Martin et François-Michel Gonod, députés UMP, et qu'ils n'ont pas conclu. C'est assez exceptionnel. Il y a des conclusions personnelles. Voilà, ils n'ont pas conclu le rapport ensemble, ils n'ont pas remis un rapport commun parce qu'ils ont. Ce que ça veut dire pour les téléspectateurs. À l'issue du rapport, ils ont constaté que leur divergence de compréhension, d'analyse et de conclusion entre les deux députés, PS, Philippe Martin et un député UMP, ne permettait pas de conclure ensemble. Donc Philippe Martin à ce moment-là rompu avec son co-rapporteur en disant que lui, il ne pouvait pas cautionner un rapport aussi favorable au gaz de schiste. Il n'avait pas vu la même chose. Et vous n'avez encore pas vu la même chose que lui. Visiblement, vous ne voyez pas tous la même chose. Alors moi, je ne suis pas allé aux États-Unis. Je vous renvoie son rapport. Il n'a jamais dit ça dans son rapport. Comment vous dire? C'est une vieille histoire avec l'énergie. De ceux qui se promènent et qui ne voient pas la même chose. Non, on a vu ça tout le temps. C'est vraiment incroyable d'entendre des choses. C'est de la mauvaise foi que de dire je suis allé en Pennsylvanie. Et pour l'environnement, c'est extrêmement violent. Écoutez, je vais demander à Philippe Martin, pas sur le plateau, il va venir au Parlement bientôt, vous l'interrogerez. Ministre de l'écologie en charge de l'énergie, de dire ce qu'il sous-entend quand il déclare ceci. Encore une fois, il n'est plus parlementaire de l'opposition, il est ministre de la République, on n'a pas le droit de dire ça. Moi, écoutez, j'ai vu des gisements exploités, enfin franchement, mais on parle aussi de l'environnement, de nappe phréatique. Il y a eu des sondages aux États-Unis. J'ai été longue tout à l'heure, mais je crois que vous avez repris l'avantage là. Non, on est en train de se déséquilibrer là tous les deux. Pour ce qui concerne, c'est important, la question des nappes phréatiques. Il y a eu à l'évidence un certain nombre d'accidents qui se sont produits du fait d'un mauvais usage des technologies qui étaient mises à disposition des entreprises. Tout ça doit être surveillé, comme on dit d'ailleurs capable de le faire, avec une extrême attention. Mais que ce soit d'ailleurs un forage pour une exploitation non conventionnelle de gaz de schiste ou de pétrole de schiste, ou un forage vertical comme on en fait depuis des dizaines et dizaines d'années, et en fait depuis presque 2 siècles, il n'y a pas de différence. Les tubes traversent les nappes phréatiques. Sauf qu'en France, on n'a pas des territoires aussi vastes qu'aux États-Unis. Mais attendez, vous avez des forages. Attendez, le gaz de lac. Mais attendez, on a exploité le gaz de lac. Je vais vous donner un autre exemple. La géothermie, qui est aussi une source d'énergie intéressante, elle est développée à Soultz, en Alsace. Comment on exploite la géothermie? Par fracturation hydraulique. Alors qu'on m'explique pourquoi c'est possible dans un cas et pas dans l'autre. Laurence Rossignol, c'est vrai quand on voit le nombre de créations d'emplois aux États-Unis et autour de l'exploitation du gaz de schiste, le ministère de l'Emploi aux États-Unis parle de plus d'un million d'emplois directs ou indirects créés. Est-ce que ça ne vous interroge pas? Est-ce que vous ne dites pas qu'il faudrait quand même poursuivre la recherche en France? Écoutez, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, la recherche en France se fait encore aujourd'hui. Les entreprises, en particulier Total cherche, elle cherche avec un labo de l'université de Pau. Alors qu'on ne nous raconte pas qu'il n'y a pas de recherche, il y a une recherche qui est conduite. Et je vous invite à demander à nos collègues députés, et en particulier à David Habib, qui s'est félicité il y a quelques jours par un communiqué de la recherche qui se faisait à Pau avec Total, justement, autour du site de Lac. Donc il y a de la recherche. La question... Pas que la recherche est interdite. Vous dites des bêtises. Excusez-moi, chers collègues. C'est la loi. Voilà. Il y a un laboratoire dans lequel il y a de la recherche sur les techniques alternatives et sur les. Voilà. Alors, donc il y a de la recherche sur les techniques alternatives avec des grandes interrogations. Pour le moment, elles ne donnent rien. Mais c'est bien de chercher parce qu'en général, quand on cherche quelque chose, on finit toujours par trouver. Souvent autre chose, mais on trouve. Donc c'est bien. Donc il y a de la recherche à faire. En matière de transition énergétique, on a des tas de pistes possibles, infiniment plus techniques et plus modernes que d'aller encore exploiter une énergie fossile. Je vous en donne 2 ou 3. L'hydrogène, la méthanation, le stockage d'électricité. On a un champ devant nous formidable. Après, est-ce qu'il faut aller chercher le BRGM, c'est-à-dire l'institution d'État qui s'intéresse à la ressource géologique et minière, est chargé d'une étude par laquelle il va produire un état. Alors bien entendu, nous n'allons pas aller faire des puits de forage partout pour savoir partout. Pourquoi? Parce que notre territoire ne peut pas. Notre territoire ne peut pas y accéder. Notre territoire ne peut pas aujourd'hui
ingérer les 80 000 puits dont vous avez parlé tout à l'heure. La France est un pays, par exemple, dans lequel l'économie du tourisme est extrêmement importante. Dans notre balance du commerce extérieur, dont vous parlez si souvent, nous avons une économie touristique extrêmement importante. Eh bien, allez expliquer dans l'Ardèche que vous allez rendre compatibles le tourisme et les forages. Ce n'est pas possible. Et donc, la transition énergétique, c'est la maîtrise de la demande. Et le débat des gaz de schiste, c'est celui qui nous empêche de parler de ça. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est déjà la fin de ce débat. Vous avez 30 secondes à... Bon, écoutez, simplement, je vais dire autre chose. Il y a quelques années, les CFR nous disaient, à cause des centrales nucléaires, les touristes ne viennent pas. Or, les touristes continuent de venir. Franchement, invoquer cet exemple n'est absolument pas probant. Je voudrais simplement vous dire également que dans cette affaire, il y a une phrase qui a été prononcée il y a déjà 35 ans. En France, il n'y a pas de pétrole, mais on a des idées. Malheureusement, en France aujourd'hui, on n'a ni pétrole, ni idées, puisque on a fermé, mais vous laissez entendre, ma chère collègue, vous laissez entendre que s'il y a des techniques alternatives favorables, on pourrait exploiter le gaz de schiste. C'est un pas que vous faites. Merci à tous les deux d'être venus. On voit que le débat est vif et on le poursuivra sur l'antenne de Public Sénat. La suite du 22h maintenant avec tout ce qui a pu vous échapper dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'information. Il est réalisé ce soir par Mounir Soussi. À Dunkerque, François Hollande est venu faire une annonce sur le front de l'emploi. Un plan de formation pour les métiers en tension va être lancé. En 2 ans, 100 000 personnes devront en profiter, car aujourd'hui, entre 2 et 300 000 emplois ne sont pas pourvus, faute de candidats qualifiés. Le président de la République a aussi signé 3 emplois d'avenir. Et il faudra accélérer la cadence si le gouvernement veut atteindre son objectif de 100 000 contrats à la fin de l'année. Actuellement, un tiers de ce chiffre est atteint. La polémique se poursuit autour des propos de Gilles Bourdoulet, le député maire UDI de Cholet, qui a déclaré qu'Hitler n'avait pas assez tué de gens du voyage selon le Courrier de l'Ouest. La condamnation est unanime dans l'opposition et la majorité. Jean-Marc Ayrault estime que ces propos ne sont pas dignes d'un élu et des associations réclament une sanction exemplaire. On aimerait que dans le cas présent, vu la gravité des propos, l'énormité des propos tenus, ce soit vraiment la sanction maximum qui puisse être retenue et qui aille jusqu'à une peine de prison, pourquoi pas ferme, en tout cas au minimum avec sursis, une très très forte amende. Le procureur de la République à Angers a ouvert une enquête préliminaire pour apologie de crimes contre l'humanité. Après la certification des comptes de l'État, de la Sécurité sociale et de la Présidence de la République, la Cour des comptes va scruter le budget du Parlement. À partir de l'exercice 2013, la Cour sera chargée d'un audit sur les comptes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les présidents des 2 chambres, Claude Bartolone et Jean-Pierre Bel, ont signé aujourd'hui la convention qui doit apporter plus de transparence dans la gestion des dépenses publiques. L'accueil a été à la hauteur de la ferveur des Brésiliens. En visite à Rio, le pape François est allé à la rencontre des fidèles venus le saluer, ralentissant parfois sa voiture. Mais il n'y avait pas que des admirateurs pour accueillir le souverain pontife. Des manifestants ulcérés par le coût de l'événement pour les contribuables brésiliens, plus de 40 millions d'euros, ont affronté les forces de l'ordre à 2 pas du palais, où le pape rencontrait hier soir Dilma Rousseff, la présidente du Brésil. Royal Baby par-ci, Royal Baby par-là, ce nouveau-né a occupé tout l'espace médiatique ces derniers jours. Et sur lemonde.fr, Wittberg s'interroge sur cet engouement irrationnel. Voilà, et après le débat sur le gaz de schiste, on reste dans l'industrie avec une enquête sur ses lobbies et un de ses patrons, Henri Proglio, une réussite bien française. Bonsoir Pascal Tournier. Vous êtes l'auteur avec Thierry Gadeau de cette biographie d'Henri Proglio. Pourquoi une réussite bien française ? Alors parce que finalement Henri Proglio, tout son itinéraire reflète bien le système à la française et la réussite à la française. C'est quelqu'un qui est un pur produit de la méritocratie française, républicaine, pardon. À savoir que c'est quand même un fils de maraîcher d'Antibes qui a fait HEC et qui aujourd'hui est donc patron d'EDF et qui était aussi patron de Veolia pendant de très très longues années. Et sur la façon dont il a réussi
aussi... il a tissé ses réseaux. Voilà, exactement. Donc effectivement, le système à la française fonctionne par ses réseaux politiques, économiques, par cooptation, les associations d'anciens de grandes écoles. Chacun se tient, se rend des services les uns les autres. Et Henri Proglio, sur ce sujet-là, est un expert, on va dire. On se souvient de cette photo au Fouquet's le soir de la victoire en 2007 de Nicolas Sarkozy. Henri Proglio était présent, on voit la photo derrière vous. On a souvent dit qu'il était emblématique finalement du sarkozysme. Il aurait donc dû être viré par François Hollande lorsqu'il a été élu. Pourquoi il est toujours en place à la tête d'EDF aujourd'hui? Comment il a réussi à se maintenir? C'est vrai que François Hollande avait, je dirais, deux personnes dans sa ligne de mire quand il a été élu. Il a d'abord eu Bernard Squarcini, qui effectivement est parti, et Henri Proglio. Parce que, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Henri Proglio avait bien critiqué l'accord PS Europe Écologie Les Verts. Il s'était montré contre le programme de transition énergétique voulu par François Hollande. Donc c'était vraiment été considéré comme un ennemi, si je puis dire, de François Hollande. Et puis parce que effectivement, il représentait le sarkozysme dans toute sa splendeur. Donc Henri Proglio, il a réussi comme il a toujours réussi finalement tout au long de sa carrière. Eh bien, il a manœuvré, il a activé ses réseaux politiques et notamment parmi les socialistes. Il connaît beaucoup de monde parmi les socialistes et au gouvernement même. Par exemple, le plus emblématique est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, avec qui qu'il connaît depuis le début des années 90, quand il était justement à la tête de Veolia, qui s'appelait à l'époque la Compagnie Générale des Eaux. Il avait vendu ses services via un contrat de marché public. Voilà. Donc il y a Jean-Marc Ayrault. Il connaît très bien aussi Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale aussi, qui connaît depuis pareil les années 90. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à sauver sa tête. Exactement. C'est effectivement en faisant jouer les amitiés des uns des autres, en faisant appel aussi à des proches de François Hollande pour qu'il fasse un peu l'intermédiaire, le go-between. Parce qu'il n'apparaît pas toujours en face aujourd'hui encore avec la politique du gouvernement. On l'a entendu récemment sur le dossier Fessenheim, où il a là aussi fait jouer ses réseaux pour essayer de lutter contre la fermeture de Fessenheim programmée pour 2016. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, on sent qu'il n'aurait pas pu se permettre d'autant critiquer la fermeture de Fessenheim. On sent qu'il est effectivement conforté dans son pouvoir. Mais il est vrai qu'il avait déjà demandé des indemnités à l'État par rapport à la fermeture de Fessenheim. Finalement, il a démenti ses propos. Il a ensuite fait du chantage à l'emploi. Fait du chantage à l'emploi. Il a regardé d'un très bon œil une lettre de directeur de centrale nucléaire qui était aussi contre la fermeture de la centrale de Fessenheim. Donc effectivement, et on peut même se poser la question, son nom est revenu moins fortement que le président de Vallourec dans le limogeage de Delphine Batho, mais il est sûr que là aussi, il a fait du lobbying. Je crois que c'est un très fort lobbyiste, Henri Proglio. Donc il fait peut-être partie aussi de ceux qui auraient eu la peau de Delphine Batho. Son nom a circulé, et en tout cas, il a certainement, entre Delphine Batho qui était plutôt anti-nucléaire, je pense que le contact est très mal passé. Henri Proglio, c'est un homme qui se protège beaucoup et qui est protégé. Est-ce que ça a été dur d'enquêter sur lui? Très. Alors déjà, les gens ont peur. C'est quelqu'un qui fait peur parce qu'il peut avoir des méthodes pas toujours, on va dire, brutales. Ne fait pas dans la nuance, dans la dentelle. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés off, comme on peut le dire. Des gens qui ont mis la musique classique pendant les interviews, de peur d'être mis sur écoute, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut avoir des méthodes. Voilà, exactement. Oui. Et c'est des gens qui ont annulé les rendez-vous. Lui-même n'a pas voulu nous rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui cultive beaucoup le culte du secret. Merci Pascal Tournier. Donc Henri Proglio, c'est une réussite bien française, une biographie qui est éditée aux éditions du Moment. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans ce 22h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain soir, 22h sur notre antenne. Très bonne soirée sur l'antenne de Public Sénat. Les gens pensent que on va sauver le Mont-Saint-Michel, mais on le sauve de quoi? Vous aurez du mal à rencontrer des personnes qui mettent en cause
le projet du rétablissement du caractère maritime. C'est une horreur. On fait que ça, on fait Moi, que ça je de dis marcher. sincèrement, c'est une horreur. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le voici qui trône à l'entrée de la baie. Un joyau dans son écrin, la merveille de l'Occident. Le mont Saint-Michel. À l'origine, un simple îlot posé dans une grande plaine sablonneuse, au sommet duquel fut construite en 709 une abbaye en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Destination de pèlerinage depuis, le mont est aujourd'hui un haut lieu du tourisme mondial, classé au patrimoine de l'UNESCO, aimé de tous, fréquenté chaque année par des millions de visiteurs. Depuis toujours, il a fallu rendre possible l'accès du public au mont Saint-Michel, cet appendice terrestre fragilement arrimé au continent. Au printemps de cette année, les conditions d'accès, qui étaient restées les mêmes pendant un siècle, ont été entièrement transformées. Il faut désormais passer par différentes étapes pour parvenir jusqu'au rocher. La première, se garer dans un parking depuis lequel commence une marche. Oula, 40 minutes à pied. Bon ben, je vais prendre la navette, hein. Ah, encore 200 mètres. Me voilà dans la navette pour 2 km. Une fois la navette repartie, vous voilà au pied du mont, ou presque. Encore 300 mètres et vous y êtes. Maintenant, le parking, c'est très loin. Avec le arrêt de navette, il faut marcher 15 à 20 minutes de parking. Il y a 2 ans, moi je suis venue, j'ai fait la traversée du Mont Saint-Michel, je me suis régalée, je suis venue avec ma voiture et tout, là, celle-là, j'ai pu me garer, j'ai pu faire tout ça. Là vraiment, c'est la cata. Moi je dis, c'est la cata. Ce qu'expérimentent aujourd'hui les nombreux touristes qui se rendent au Mont Saint-Michel est le fruit d'un projet mis en route en 1995, en pleine campagne présidentielle. Tandis que Lionel Jospin visitait, on l'a vu il y a un instant, les châteaux de la Loire, Édouard Balladur, lui, était au Mont Saint-Michel pour prendre un bon bol d'air, mais aussi et surtout pour développer son programme en matière de défense de l'environnement. Reportage José Blanc-Lapierre et Arnaud Le Goff. Quand Édouard Balladur parle du Mont Saint-Michel, il cite Maupassant, un colosse de dentelle, un bijou de granit. Mais le monument le plus visité de France s'enlise, prisonnier des sables. Et depuis 20 ans, aucun projet pour le sauver n'a pu voir le jour. Alors aujourd'hui, la décision vient d'être prise. 550 millions de francs seront consacrés à des travaux pour rendre le Mont Saint-Michel à la mer. Si on avait tout laissé faire, dans 50 ans, ça devenait une presqu'île, ça n'était plus une île. Eh bien voilà, c'est ça la politique de l'environnement. C'est de respecter à la fois les intérêts économiques des hommes et des femmes et en même temps préserver le cadre naturel et l'histoire de notre pays. Et l'histoire, je le répète, le Mont Saint-Michel, c'est une part de l'âme et de l'histoire de la France. Il fallait absolument le sauver. Selon les spécialistes, il y a une cause principale à l'ensablement du Mont Saint-Michel, la présence d'une digue-route qui le relie au continent. Fin connaisseur de l'histoire du mont, Henri Decans nous explique que pour le relier à la terre et y accueillir un public toujours plus nombreux, les solutions trouvées ont toujours dû s'adapter aux conditions particulières du site. Au cours des siècles, le mont a été à la fois un centre de pèlerinage et une abbaye bénédictine. L'historien. Les pèlerins arrivaient à pied à marée basse car il n'y avait pas de digue. Mais au milieu du 19e siècle, on souhaitait récupérer un certain nombre de polders parce que les sédiments de la baie sont extrêmement riches pour certaines cultures. Et on a donc, pour accélérer la sédimentation, construit des digues et notamment en 1878-79, la digue insubmersible qui permet de venir au mont. Ça a facilité le développement des pèlerinages du 19e siècle, mais ça a aussi facilité l'essor du tourisme. Et
à partir de 1901, on va construire sur la digue un petit tramway à vapeur qui va relier Pontorson et le Mont-Saint-Michel. À chaque fois qu'un tramway à vapeur arrivait, il y avait près de 1000 personnes qui pouvaient débarquer au Mont. Et puis, peu à peu, le tramway a été remplacé par la voiture automobile et le parking. C'était des parkings qui étaient recouverts par la mer, à marée haute. Donc des parkings qui étaient submersibles. C'est ce spectacle d'un parking sauvage au pied du mont que les visiteurs ont connu au cours des dernières décennies. Jusqu'à 4000 véhicules pouvaient stationner sur la Tangue, le sable de la baie. Tout cela a pris fin le 28 avril 2012, année du changement, et date à laquelle on a définitivement coupé l'accès de la digue aux voitures. Au terme du projet prévu pour l'été 2014, elle sera détruite pour être remplacée par un pont-passerelle actuellement en construction. Le parking, lui, a été déplacé à 3 km au sud. Après 10 années consacrées à de nombreuses études, la phase opérationnelle des travaux a commencé en 2005. Un projet dont le budget global s'élève à 200 millions d'euros. C'est Laurent Beauvais qui, en qualité de président de la région Basse-Normandie, dirige depuis 2008 le syndicat mixte de la baie, qui gère l'ensemble des travaux. C'est un projet qui va loin dans le passé. Le grand chef. Le syndicat mixte composé uniquement de collectivités a été chargé d'un certain nombre de travaux, maîtrise d'ouvrage, mais à l'époque, arrêtant l'enveloppe budgétaire, une décision importante a été prise aussi de confier par la voie d'une délégation de service public la réalisation d'une partie des ouvrages et d'une fonction extrêmement importante qui est la fonction d'acheminement des touristes vers le Mont-Saint-Michel. C'est donc Veolia Transdev qui s'est vu confier en 2009 la construction d'un gigantesque parking de 450 000 m² et 4000 places. Cette société privée, filiale de Veolia, est aussi chargée de l'organisation et de l'exploitation du système des navettes. Système double qui compte 5 montoises, réservées aux montois et employés du Mont, et 6 passeurs, réservés aux touristes. Le cahier des charges que le syndicat a eu, puisque c'est quand même le syndicat qui porte la réalisation des travaux, comprenait notamment le fait que nous ne pouvions pas interrompre l'accès des touristes au Mont-Saint-Michel. Donc la conception de ces travaux s'est faite de telle façon que aujourd'hui, continuellement, les touristes, même si le mode d'accès a changé, les touristes continuent à avoir accès au Mont-Saint-Michel. Et on voit par exemple la cohabitation de la digue actuelle, très ancienne, et d'un pont-passerelle qui est en train de se réaliser à côté, en parallèle. Et il y aura un jour, avant l'été ou l'automne 2014, la digue sera fermée et le trafic passera sur le pont-passerelle et nous pourrons ensuite démolir la digue pour que l'eau passe sous le pont-passerelle. C'est un projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Et c'est un petit peu l'image du Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Les pèlerins, autrefois, ils prenaient des risques pour venir au Mont-Saint-Michel. Et je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte que la mer entoure plus souvent le mont. Pour rendre au Mont-Saint-Michel son caractère maritime, il faut se rendre maître de la mer et des marées. C'est pourquoi la première pierre à l'édifice des grands travaux fut le barrage, construit entre 2006 et 2009. Cet ouvrage de béton et d'acier est la clé de voûte de la révolution hydraulique que propose le projet. La finalité du projet, en fait, est d'abaisser les fonds aux abords du mont pour que sur une année, on ait beaucoup plus de marées hautes qui entourent le mont. L'ingénieur. Ce barrage est très particulier dans le sens où c'est vraiment un prototype. Il a été construit vraiment pour cette opération. Donc c'est un ouvrage d'art qui a déjà la particularité d'être ouvert au public. Il a vraiment été conçu pour avoir dans la partie amont la partie technique, donc avec une vue plus sur la rivière Couesnon, sur les vérins, sur les vannes, etc. Et sur la partie aval, en fait, il offre une vue unique sur le Mont-Saint-Michel. Ce nouveau barrage va recréer en fait artificiellement des lâchers d'eau pour redonner au Couesnon son pouvoir érosif qu'il a connu avant l'ancien barrage, puisque avant l'ancien barrage, la mer s'engouffrait dans le Couesnon et à marée descendante, on avait des débits qui étaient très importants dans le fleuve. Donc ce barrage va réguler ces débits et va redonner au Couesnon une force pour éroder les fonds aux abords du Mont-Saint-Michel. Alors,
Alors si par hasard ce soir on revient à minuit et demi, si on a un gros problème, la hauteur d'eau dans la baie au-dessus de vos têtes sera de 10,10 m. Il va pas faire chaud, puis ça va être profond surtout. Stéphane Guénaud aime et fréquente la baie depuis son plus jeune âge. Il y organise des randonnées depuis presque 20 ans. Est-ce qu'on pourra toujours traverser la baie dans 2 ans et demi? C'est vrai qu'on est complètement dans le flou. Le randonneur. Alors l'inconvénient des lâchers d'eau, c'est que bien la durée actuellement, on dit c'est environ 2-3 heures de lâcher d'eau. Mais par contre, on n'est pas au maximum des capacités du barrage. Et quand on sera à un maximum, d'après donc les responsables du barrage, on va être aux alentours de 5 heures. Donc il faut savoir qu'une traversée, c'est 6 heures, le temps de la marée basse. Donc vous comprenez donc la difficulté ensuite d'organiser les traversées tout en évitant le lâcher d'eau. Donc par rapport à l'ensablement de la baie, on parle des travaux, mais il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, la baie sans sable. Alors déjà, je vais faire une carte de la région. Donc ici, on va mettre le Cotentin, Cherbourg. Ensuite, on va vers Caen. Là, la baie du Mont-Saint-Michel. Ouais. Bon, la Bretagne, on va assez vite, c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, on va revenir à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'ensablement de la baie. Donc, que nous disent, on va dire, les promoteurs du projet? Ils nous disent que la digue, longue de 2 km, est responsable de l'ensablement de la baie. Bah non. Alors, si on prend une moyenne, bien sûr, la mer monte en moyenne à 4-5 km/h. Il y a un moment d'étale, et ensuite elle repart. Mais on a remarqué qu'elle repartait moins rapidement, à 2 km/h environ. Donc progressivement, eh bien, la baie s'est comblée. Et aujourd'hui, on est arrivé au point de voir le Mont-Saint-Michel pris par les sables. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensablement de la baie? C'est un phénomène naturel. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi on désensable le Mont-Saint-Michel alors? Si c'est un phénomène naturel. Voilà, donc en définitive la réponse c'est pour la carte postale. Parce qu'on pense que s'il n'y a pas d'eau autour du Mont-Saint-Michel, il y aura moins de touristes. Ah, les touristes. Le Mont-Saint-Michel en attire chaque année presque 3 millions. C'est le 2e site le plus visité de France. En pleine saison, ce sont jusqu'à 20 000 visiteurs par jour qui prennent le rocher d'assaut pour une durée de visite moyenne de 3h30. Un quart des visiteurs sont étrangers et une famille y dépense en moyenne autour de 55 €. Depuis cet été, les acteurs économiques et culturels du site accusent une baisse d'environ 20% de la fréquentation, que beaucoup attribuent au grand chamboulement engendré par le projet. Si cette baisse a affecté l'ensemble de la France, elle installe malgré tout un climat d'inquiétude parmi ceux qui, sur le mont, vivent du tourisme. Perchée au sommet du rocher, l'abbaye est la première à s'en inquiéter. Ces premiers mois ont été des mois de baisse de la fréquentation pour l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'administrateur. Cette baisse de fréquentation, évidemment, n'est pas neutre pour le Centre des Monuments Nationaux. Alors, on ne peut pas occulter le fait que, budgétairement, ça peut nous poser des problèmes. Nous sommes dans un système de péréquation. Ces 5 monuments sur 96 qui sont excédentaires au Centre des Monuments Nationaux, et ces 5 monuments permettent aux monuments déficitaires, les 90 autres, de rester ouverts. Donc une baisse de fréquentation sur un monument aussi fréquenté qu'ici n'est pas neutre. Nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics qui gèrent les nouvelles conditions d'accès depuis longtemps sur ce sujet, et je suis persuadé qu'ils comprennent très bien l'enjeu que ça constitue pour nous. Alors si les visiteurs hésitent aujourd'hui à gravir les 374 marches qui mènent à l'abbaye, cela voudrait-il dire qu'ils en ont déjà plein les pattes? Petit rappel de ce qu'entraîne la nouvelle organisation pour le touriste. On arrive en voiture au parking situé à 3 km du mont. Une fois garé, il faut marcher une première fois 950 mètres au bord ou au milieu de la caserne, jusqu'à la place des Navettes. On monte alors dans les passeurs, qui roulent 2 km en va-et-vient à raison d'un départ toutes les minutes 30. On est ensuite déposé au bout de la digue-route, où il faut encore parcourir à pied les derniers 350 mètres pour enfin arriver aux portes du mont. Et une fois la visite terminée, c'est le même parcours dans l'autre sens. Immanquablement, cela ne fait pas que des heureux. Le parking est atroce. Le chauffeur danois. Les gens sont fatigués, irrités.
Certains sont très en colère contre les conditions d'accès. Il n'y a aucun endroit où s'asseoir, pas de toilette, rien. J'ai envisagé un moment de dire à ma compagnie que je ne viendrai plus ici, parce que c'est trop difficile pour notre clientèle. Difficile, peut-être, mais a-t-il jamais vraiment été simple de parvenir jusqu'au Mont-Saint-Michel? Éric Vanier, le maire, se souvient de ce que voulait dire venir au Mont avant le 28 avril 2012. C'est mon 4e mandat, donc le premier je l'ai fait en 1983. Le maire. Quand ils arrivaient, souvent ils sortaient d'embouteillage, ils marchaient dans un parking plutôt boueux, ils avaient, comme vue du Mont-Saint-Michel, un grand parking, des cars, des camping-cars, enfin tout ça, et ils arrivaient donc un petit peu, je dirais, un peu excédés. Aujourd'hui, ils arrivent dans un parking